Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Nicolas dans le podcast. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut Romain, ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je te le redis, je t'ai déjà dit en off, mais je suis très content de t'accueillir et je te remercie une fois pour le temps précieux que tu m'accordes et que tu accordes à mes auditeurs. Bah écoute, merci à toi, merci pour l'invitation, c'est très cool. De toute façon, comme je te le disais aussi en off, c'est un support que j'aime beaucoup, le podcast. Donc c'est avec grand plaisir de participer au tien. Eh ben écoute, trop bien. Et on va commencer tout de suite. Nicolas, est-ce que en 1 minute maximum, attention, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, qui es-tu, quel âge as-tu et que fais-tu? Ok, alors je m'appelle Nicolas Pajot, j'ai 33 ans pour le coup, donc je suis papa d'un petit garçon qui a 4 ans. J'ai aussi à côté un cabinet en gestion de patrimoine qui est axé sur une partie conseil notamment, où on fait beaucoup de structuration, notamment pour le dirigeant d'entreprise majoritairement, sur comment choisir les formes juridiques, comment se structurer, comment transmettre son patrimoine, comment investir sa trésorerie personnelle ou professionnelle, comment baisser ses charges fiscales et globalement financières et sociales. Et le but ensuite, c'est d'accompagner les clients dans le temps en faisant des suivis réguliers. On met un peu à jour les données, et puis on sait un peu aussi les évolutions, les projets, etc. À côté de ça, je suis un grand passionné de Formule 1. Ah, Donc ok. j'adore ça, je veux voir les grands prix, je suis ça depuis que je suis petit. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. On n'est pas loin de la minute, je pense. Voilà. Et puis on va avoir pas mal de choses à se dire parce que moi, mes auditeurs, c'est pas mal d'investisseurs et d'entrepreneurs, donc je pense que ça va être plutôt sympa. Ouais. Pour démarrer, bah, j'ai des questions qui sont communes à chaque invité. Et en fait, la première, c'est quoi? C'est j'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré au cours de ta vie ou qui t'inspirent encore et si oui, pourquoi? Alors moi, je dirais oui, c'est un personnage fictif pour le coup, mais je dirais que oui. Depuis petit, je suis un grand fan de Batman Ok. et donc de Bruce Wayne notamment. Et donc, si tu veux, je trouve qu'il incarne beaucoup de choses, ce monsieur. Au-delà de l'héritage qu'il a eu de ses parents, etc., il a quand même construit quelque chose, il a reconstruit quelque chose, notamment le manoir Wayne. C'est quelqu'un qui se veut quand même assez sain en tant que personne, assez objective et finalement dans un combat qui est un peu d'intérêt général. Ce que je peux retrouver finalement par rapport à l'éducation financière et globalement patrimoniale. Et après, il a tout bâti finalement brique par brique, hein, comme il le dit. Et en fait, moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai aujourd'hui en tête. Et je dirais que c'est un peu ça qui m'en inspire. Après, j'ai eu tout un tas de discussions avec tout un tas de chefs d'entreprise différents où tu as un message qui revient de manière majoritaire, mais je peux pas dire qu'il y a une figure spécifique. C'est que bon, il faut savoir tomber et se relever pour finalement réussir et avancer. Ok, Voilà. trop bien. Eh ben écoute, tu vois, tu es le premier invité à avoir comme personnage, enfin, personne qui t'inspire un personnage fictif. Et tu vois, je suis étonné, mais franchement, c'est trop bien et j'adore aussi Batman. Vas-y. Grand monsieur. Exactement, ouais. Après, j'ai une deuxième question. J'aimerais savoir si tu as des valeurs auxquelles tu tiens, que voilà, des valeurs qu'on t'a transmises ou des valeurs que tu as appris tout au long de ton parcours. Ouais, alors les valeurs qu'on m'a transmises, je dirais de par les parents et on va dire, les grands-parents, c'est des choses assez classiques, je pense, mais tout ce qui est pour moi le respect d'autrui, c'est des choses qui sont quand même vachement importantes. Ok, L'écoute, qui sont aussi pareil très importantes, et je dirais la notion de l'argent, la valeur des choses. ok, Ça peut paraître assez anodin, mais moi j'ai grandi dans une famille où on était quand même assez aisé de base, mais pour autant j'ai quand même la valeur du 1 euro. Voilà. Tu as la chance de pouvoir aller au restaurant par exemple, ben, j'estime que c'est une chance que tout le monde ne peut pas s'offrir aujourd'hui. Donc ça a une valeur, le moment que tu partages a une valeur, il faut être conscient de cette valeur-là, ok. parce que toute chose peut être éphémère. Donc je dirais ça. Et après, sur le volet plus professionnel, ça, on a une valeur commune avec mon associé Simon, avec qui on a créé du coup le cabinet. Je dirais que c'est l'objectivité et pas pousser à la consommation comme on le fait beaucoup, si je dois faire un parallèle au métier, comme c'est beaucoup fait souvent dans le métier de gestion de patrimoine et qui a mauvaise presse d'ailleurs pour globalement ça. Hein. Hmm. C'est vraiment de travailler uniquement dans l'intérêt de ton client. Et en fait, peu importe que tu gagnes ta vie ou que tu la gagnes pas, il y a des choses t'es banquier, donc tu le sais. Il y a des choses des fois que tu vas faire où tu vas rien gagner, si ce n'est que ton client, lui, ça va lui rapporter quelque chose. Alors que tu pourrais peut-être faire différemment, où tu vas gagner quelque chose, ce sera un peu moins sympa pour ton client, mais tu vas quand même gagner quelque chose. En fait, moi, je vais plutôt privilégier la première étape en me disant, écoute,
tu as gagné quelque chose, c'est très bien, je suis content si je t'ai aidé. En fait, si tu veux me donner quelque chose, remercie-moi, ça s'arrête là. J'ai pas besoin de plus. OK. Et en fait, Bah, mon je beurre, je le fais au fur et à mesure, si tu veux, sur d'autres choses qui sont toujours dans l'intérêt du client de manière générale. Et je pense que c'est important de le souligner parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus, en tout cas, je le ressens, moi, demandé par les gens. et je te rejoins là-dessus, moi, vis-à-vis de mon métier aussi, où, bah, voilà, il se passe pas forcément, des choses en rendez-vous. Voilà, il y a pas forcément de Mmh. commercialisation ou autre, mais derrière, toujours dans l'intérêt du client et surtout, voilà, tu t'instaures un climat de confiance, une collaboration avec la personne et puis derrière, bah, si elle est contente, elle peut te recommander auprès d'amis, auprès de d'autres dirigeants et puis derrière, potentiellement, ça peut aussi te ramener du business donc Mmh. j'aime bien Exactement. le principe. Tu vois, moi, je travaille un peu de la même façon donc j'aime bien le principe et puis tu as parlé aussi d'une valeur, l'écoute, bah, qui est hyper Mmh. important dans ton métier donc OK et Donc voilà, si je devais résumer, je pense que c'est ce que je viens de te dire. Respect, écoute, valeur des choses et objectivité, impartialité, intérêt général, quoi. OK. Et maintenant, donc avant qu'on parle de ton activité de conseil actuelle avec, ton associé, et pour comprendre un petit peu aussi l'écosystème, comment tu en es arrivé là, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait comme études? Et puis derrière, éventuellement, si tu as été salarié, oui, quel job tu as fait et les choses entre guillemets que tu as appris, que tu as tiré les points positifs, les points négatifs? Alors en fait, si tu veux, on va repartir depuis le bac, parce que c'est ce qui a le plus de ans. J'ai 33 ans, donc c'est pas non plus, il y a pas non plus 1000 ans. Mais en gros, j'ai fait un bac STG, donc OK, ça a pas grand-chose à voir finalement avec la partie dire droit, gestion de patrimoine, financier, tout ça. Je suis parti sur un BTS communication où j'ai dû faire peut-être 7-8 mois de formation. Après, j'ai arrêté parce que tout simplement, en fait, j'ai jamais été très d'études. Moi, j'ai toujours été mauvais à l'école. J'avais pas forcément envie. Je m'y retrouvais pas en fait. OK, Donc bref, j'ai arrêté. J'ai fait des petits boulots. J'étais livreur de pizza. Je travaillais au marché. Je travaillais à Grande Toulouse, donc c'est ceux qui passent, qui nettoient les rues, notamment. Donc, je fais plein de petits boulots comme ça, divers et variés. Et puis en fait, avait la chance, ma mère avait un cabinet d'expertise judiciaire à son OK. nom à elle. Et en fait, je lui ai demandé de travailler avec elle. Chose à laquelle elle était pas très chaude au départ, mais elle m'a quand même dit oui. Euh, et donc j'ai bossé avec elle pendant pas 6 ans, 7 ans par an, un truc comme ça. 7 ans, OK. Et j'ai tout appris avec elle. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur l'immobilier, dans le monde professionnel, sur parler à des clients, trouver des clients, des notions juridiques, rencontrer des juges, des avocats, des experts comptables, des notaires, des CGP aussi. Donc ça m'a montré tout un tas de choses et ça m'a remis dans un chemin, si tu veux, une dynamique qui était de dire bon ben tu vas faire un truc de ta vie et bon c'est un truc qui est plus intéressant que ce que tu as pu faire auparavant. Et t'es peut-être aussi plus mature pour te dire que bon ben c'est ton moment quoi. Donc mais j'aurais jamais pu reprendre le cabinet parce que j'ai pas de diplôme. OK. Donc en fait je suis reparti aux études. Je suis rentré en master 1 directement en gestion de patrimoine. Alors pourquoi gestion de patrimoine? Parce que j'avais rencontré des CGP, je trouvais ça vraiment cool comme milieu, parce que c'était très complet en fait. Moi j'aime bien toucher à tout, donc tu touches à la finance, tu touches à la fiscalité, tu touches au juridique, à la famille, à tout un tas de C'est choses. ça. Donc ça, et après j'ai fait un master 2, donc j'ai eu pareil. Donc là je me suis dit pareil, vu que j'ai jamais été très études, je me suis dit vas-y c'est ton moment. En fait s'il y a bien un moment dans ta vie où il faut que tu bosses, c'est maintenant. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça, et après en fait je suis parti faire un petit stage de 1 mois dans un cabinet à Toulouse où j'ai rencontré mon associé, mais on savait pas encore qu'on allait s'associer. Et après je suis parti je sais pas 2 mois plus tard me faire salarié dans un cabinet dans la région toulousaine, plus petit, en création, où en fait j'ai aidé le cabinet à se créer sur les process, les méthodes, la rédaction des audits, sur la construction des audits même qu'on y faisait. Enfin, voilà. Et je suis resté là un peu moins de 2 ans. OK. Et ensuite, j'ai créé mon cabinet avec Simon. OK et du Et me coup, voilà. cabinet, du coup, pourquoi tu as créé ton cabinet? Comment tu t'es associé? Donc tu disais ton associé, tu l'as rencontré, pendant ton stage, mais, Ouais. comment ça s'est fait? Comment vous en avez discuté? Et du coup, comment aussi on choisit un associé? Ça, c'est une question récurrente, des auditeurs. Alors, alors,
Pourquoi j'ai créé le cabinet? On va commencer avec ça. Voilà. Pourquoi j'ai créé le cabinet? Alors en fait, moi j'ai toujours eu un problème, et je pense que c'est aussi pour ça que j'étais pas très bon à l'école. J'ai toujours eu un souci avec l'autorité, OK. de manière générale. J'ai toujours eu du mal à me conformer à ce qu'on allait me dire, à ce qu'on attendait de moi. Voilà, moi j'ai des visions, j'ai ma vision en tête, j'ai ma logique. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est celle qui me semble en tout cas le plus cohérente dans pas mal de cas. Il faut savoir se remettre en question aussi des fois. Mais en tout cas, le système scolaire ne te permet pas de laisser place à ta propre vision. Donc j'ai forgé, on va dire ça. Et bon, mais pareil, quand tu es en entreprise et que tu es salarié, surtout dans des petites structures, quand tu vois des axes d'amélioration ou des choses qui vont pas, des choses qui vont bien, moi je suis quelqu'un plus assez frontal dans ce que je veux dire. Ben t'en parles, ça plaît pas, en fait c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas le côté émotionnel, c'est trouver une solution. OK. Et donc ça, si tu veux, au bout d'un moment, ça crée des frictions. Moi, je suis beaucoup trop frustré sur tout un tas de choses. Donc en fait, tu te dis, bon ben, en fait, je le fais déjà pour quelqu'un, je suis capable de le faire tout seul, quoi. Donc voilà le pourquoi du comment. Et puis surtout qu'après, tu mets ta vision, tu mets ta patte, tu mets ce que je te disais, ta logique, tes process, que tu as envie. C'est vraiment ton entreprise à ton image. Et ça, je trouve que c'est vachement important. Ça, et ensuite, pour le coup, comment trouver, sélectionner un associé. Alors, je dirais que c'est pas, je pense que c'est pas facile, mais pour autant, ça n'a pas été compliqué pour moi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai rencontré Simon, et d'ailleurs, sur la semaine, enfin, le mois que j'ai fait de stage, je lui en avais parlé. Je lui ai dit, putain, mais il faut que tu montes ta boîte, mec. C'est sûr, t'es bon dans ce que tu fais, t'as besoin de personne, machin truc. Et tu sens que, enfin, en tout cas, Simon, je sentais que c'était quelqu'un de très loyal, très professionnel, rigoureux, enfin, il couchait pas mal de cases. OK. Et, et plus gestionnaire, on va dire, plus mesuré. Moi, je suis plus, voilà, j'ai des projets, on y va à 2000%. Parfois, bah, tu vas beaucoup trop vite et c'est ok, tu vois, on est juste équilibre. Et en fait, je dirais qu'il faut le sentir. Il faut quelqu'un qui soit pas animé par l'argent spécifiquement, mais plutôt animé par une vision commune et un intérêt commun. OK. Euh, je trouve que quand tu es associé, si tu commences à regarder qui a fait quoi, en termes de quantité de travail, de quantité d'heures ou ce genre de choses, déjà, c'est pas bon. Ça démarre mal. Ouais. Il faut vraiment avoir un intérêt commun et te dire, ben, en fait, on travaille ensemble parce qu'on aime ce métier, parce qu'on a construit notre entreprise autour de notre vision de ce métier, parce qu'on est content d'accompagner les gens. Alors, bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est quand même gagner sa vie, on va pas se le cacher, et que du coup, tu arrives à en vivre, et tu arrives à en vivre gracieusement si tu peux dire, construire ton offre et ton activité et ta notoriété là-dessus. Mais toujours dans une logique où tu es dans un intérêt commun. OK. Et je trouve que c'est vachement important de l'avoir en tête, parce que j'ai des amis qui sont chefs d'entreprise, qui ont commencé avec fois 3, 4, 5, 6 associés. En fait, ils se retrouvent aujourd'hui à 2, 3 avec des divorces d'associés où c'est relativement compliqué, où ça laisse des traces, financièrement ça peut être difficile, enfin bon, ça peut être dur. Donc oui, faut prendre son temps. Mais c'est comme un mariage avec une femme, hein, c'est pareil, hein. J'allais faire le rapport, parce que tu as parlé de divorce et on dit souvent que quand tu t'associes, en fait, c'est comme un mariage. C'est un Ouais, peu les mêmes conditions. c'est exactement ça. Alors moi, pour le coup, qui était marié en perso et divorcé aussi, je connais aussi l'univers. Et oui, le mariage, en fait, c'est bien dans les deux univers. Mmh. Le divorce, c'est forcément dans un moment douloureux, émotionnel, de friction, de frustration, de tout un truc. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le mûrir, de bien le choisir. Et de la même manière, quand tu t'associes, de bien réfléchir au divorce Oui, possible. oui, oui. Penser toujours, alors moi, je le vois énormément en banque, Ouais, enfin, je l'ai vu, ça fait quoi? Ça fait 12 ans et demi que je suis banquier et le nombre de personnes qui ont investi, heu, notamment dans l'immobilier, résidence principale ou même après du locatif et qui, en fait, ont pas pris de disposition et qui derrière, voilà, quand ils se sont séparés, ça a été un peu compliqué, je vois tout à fait bah de quoi oui, tu parles. ah oui, c'est compliqué, hein. OK et donc OK, création du cabinet, une association et Ouais. derrière, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, tu as commencé à en parler rapidement tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous faites exactement dans le cabinet et qu'est-ce qui, on va dire, vous différencie, à ton sens, voilà, des autres cabinets de gestion de patrimoine? Euh,
Alors déjà, je pense que ce qui nous différencie de manière de base, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est-à-dire le volet écoute, impartialité Mmh. et vision globale. Nous, on a vraiment une vision globale sur un patrimoine. On est capable de l'avoir parce que aujourd'hui, on a 5 masters différents au niveau du cabinet dans ce domaine de gestion de patrimoine, sur le financier, la fiscalité, le juridique, la comptabilité. Enfin, on a quand même beaucoup de compétences, beaucoup de bagages là-dedans. On a maintenant de l'expérience, on était salarié au préalable, et on réfléchit dans une vision d'ensemble, comme je te le disais, donc un peu comme je l'explique, on fait un audit, on va analyser une situation, tout ce qui est famille, le juridique de la famille, on va regarder tout le volet des actifs financiers, bancaires et immobiliers, voir les rentabilités, la liquidité, comment c'est acquis, la structure des prêts, de la dette, les OK. caractéristiques, on va regarder tout ce qui est les entreprises, les formes juridiques, l'objet social, le statut social du dirigeant, les chiffres d'affaires, les trésoreries. On va regarder toutes les spécificités qu'on peut retrouver dans les statuts, comprendre l'architecture globale, tous les volets fiscaux, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et le volet transmission. Et après, on va bâtir une stratégie finalement globale sur toutes ces thématiques pour venir améliorer la situation, accentuer un développement, avoir une structure qui soit plus adaptée pour aller se développer, pour baisser des coûts financiers, fiscaux, sociaux, trouver un bon équilibre de rémunération, investir son argent intelligemment au travers d'enveloppes on va dire utiles et après une gestion financière qu'on fait quotidiennement OK. et toujours dans une optique de protection de notre associé, protection de la famille et transmission derrière. Le but, c'est vraiment, tu vois, d'avoir une feuille de route globale sur ce qu'il faut faire, pourquoi et comment, sur toutes ces thématiques. Et après, on projette, on accompagne nos clients dans le temps, où on fait des points chaque année, ou dès qu'ils ont des besoins, finalement, de projets, de questions X ou Y. Et après, on fait de la gestion financière de contrat. Voilà. OK. Ça, on ça, tu dois connaître sur, on ouvre une assurance vie par luxembourgeoise ou une française, peu importe. Et on va venir gérer le contrat au quotidien sur l'allocation d'actifs, faire les arbitrages, etc., etc. Les opérations diverses et variées. Et donc ça, on s'en occupe. Voilà. OK. Donc on a les deux casquettes. Et ensuite, nous, on a un modèle de rémunération sur plutôt honoraire, de manière générale, sur la partie, tu vois, conseil, audit, etc. Et si le client veut qu'on s'occupe de la gestion financière, déjà, c'est une demande express de sa part. Moi, je ne vais pas le pousser à la conso et je n'irai pas lui dire je peux le faire et je suis meilleur que tout le monde. Mais s'il veut le faire, c'est l'objet d'une autre lettre de mission. Et là, effectivement, c'est plutôt un truc assez classique, frais de gestion, comme ce OK. qui se fait sur Les les places de commissions, marché. ouais. Voilà. OK. Donc, je dirais que c'est ce qui nous différencie quand même pas mal de ça. Et pareil, on veut pas une grosse quantité de clients, nous. C'est-à-dire que tu vois, moi, un cabinet qui a 500 000 clients, ça m'intéresse pas parce que je serais pas pertinent, en fait. Je serais pas efficient dans mon conseil, dans le suivi, dans la qualité de ce que je vais faire. Je serais pas efficace. OK. Donc, avoir 200, 250, 300 clients maximum, c'est le bout du monde et ça monte très bien, quoi. Et c'est plutôt cohérent et du coup, vous êtes, tu disais 5 5 masters, donc 5 personnes, je suppose, c'est ça? Alors non, on a tous des doubles masters. OK, d'accord. Donc Donc en fait, il y a moi, du coup, il y a Simon, mon associé fondateur avec qui on a tout créé. Il y a mmh, Audrey qui était salarié, qui est rentré au capital en fin d'année dernière. OK. Et il y a Théo qui est alternant, qui est dans sa dernière année d'alternance. OK. Ah bah, écoute, sympa et hem et du coup, bah, voilà, ça explique un petit peu mieux du coup ton tu as été transparent là-dessus, ton système de rémunération où voilà, tu as Mm. la partie honoraire et puis après l'autre partie commission. Hem, OK et derrière, moi j'avais une question, ce que tu disais tout à l'heure que tu accompagnais beaucoup de dirigeants d'entreprise, c'est ça? Ouais. OK et vu que moi j'ai une audience, voilà, où il y a pas mal d'investisseurs et aussi de chefs d'entreprise, est-ce que tu peux me dire un petit peu les problématiques que toi ou tes associés, vous voyez le plus souvent revenir, en fait, chez les dirigeants que vous accompagnez? Bah, alors déjà, il y a la partie rémunération, c'est-à-dire que souvent, tu vois, 100% des dirigeants que j'ai aujourd'hui, en client, enfin que j'ai eu en client, que j'ai en client aujourd'hui, étaient pas bien calibrés sur ce que j'appelle moi le taux d'appréhension. OK, Donc le taux d'appréhension, c'est quoi? T'as un dirigeant qui se verse, admettons, 100 000 euros par an. En fonction de son statut social, ça va lui coûter, je sais pas moi, 130, 140, 180, avec OK, les charges sociales comprises. Donc, OK, tu as, on va dire, une enveloppe de rémunération qui est de, admettons, 180 000 euros sur, par exemple, un dirigeant qui va être un SAS, admettons, là-dessus. Sur cette enveloppe-là,
Mais en fait, tu te rends compte que sur ces 180 000 euros, il va en toucher 100 000 dans sa poche. Donc, ça fait X%. L'idée, c'est qu'avec cette même enveloppe, il touche pas 100 000, mais peut-être 105 ou 110 000, parce que on a trouvé des réglages de rémunération qui sont meilleurs et plus adaptés. Et donc, OK, finalement, ton taux d'appréhension est plus important. Voilà. OK. Donc ça c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'on a beaucoup de trésorerie qui dort aussi, qui sert à pas grand-chose, enfin, qui a le mérite d'être là, mais qui sert à rien. Des dirigeants qui sont pas forcément structurés en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils font des projets, ils ont plein de projets, mais ils sont toujours avec leur société d'exploitation, on va dire, de départ. Il n'y a pas forcément de structure qui a été mise au-dessus, type une holding ou autre. On n'utilise pas les leviers qu'on peut utiliser. Typiquement, investir en démembrement de propriété, OK. en couplant le chef d'entreprise et la personne morale. C'est des choses qu'on sait faire et qui sont très puissantes pour un dirigeant. Et le nerf de la guerre, j'ai envie de te dire, il y en a deux, c'est transmettre. Et le plus gros, je dirais que c'est sortir l'argent de son entreprise en payant le moins possible. Voilà. Mais là-dessus, il y a des leviers aussi qu'on peut avoir. Mais ça demande voilà, du temps et ça demande de se poser finalement sur les sujets. Donc je te dirais qu'il y a à peu près tout ça qui revient de façon assez récurrente. OK. Et du coup, à partir de quel moment un dirigeant, il doit se poser la question, voilà: «Est-ce que, je dois aller voir, bah, voilà, un cabinet de conseil comme le tien?» Est-ce que, voilà, dès qu'il a une première boîte, dès qu'il a un montant de patrimoine, comment ça se passe, en fait? Non, en fait, pour moi, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire que j'ai pas que des chefs d'entreprise, j'en ai beaucoup, mais j'ai Mmh. pas que ça. Mais Ouais. je dirais que c'est quand tu as une entreprise, c'est à partir du moment où, par exemple, tu vas créer ton entreprise, tu vas faire ta première année, peut-être que tu auras le chômage qui va te payer en attendant que toi tu te rémunères. Ton entreprise, tu auras fait peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires tout seul. Et en fait, la deuxième année, tu vas commencer à être rémunéré, mais tu vas aller peut-être sur 120, 150 000 euros de chiffre. Bah, déjà, rien que là, on va être capable de faire des choses parce que on va te trouver le bon équilibre de rémunération directe, OK. qui fait que tu vas pas avoir de perte, on va dire dans le temps. Tu as quand même 100 000 euros de trésorerie. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va le structurer? Comment on va le réinvestir intelligemment, etc. Donc, déjà, rien que là, tu as des leviers, tu as des choses que tu es capable de faire. OK. Donc, tu vois, ça peut être très tôt, comme ça peut être quelqu'un qui a une entreprise déjà établie depuis très longtemps, qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, et en fait, le gars, il a 50 ans, 45, 55 ans, peu importe. Et ben, il se rend compte que son expert comptable, il lui donne pas le conseil dont il a besoin, il a pas la vue d'ensemble. Ça, je le rencontre beaucoup sur les dirigeants de cette tranche d'âge-là. Ce besoin de vision globale, de vision d'ensemble. On a construit, on a bâti, on a fait plein de choses, mais en fait, j'ai pas la vision d'ensemble. Tu vois, j'ai encore eu un prospect là ce matin, OK. euh, qui est quand même expert comptable, commissaire aux comptes, donc qui est quand même dans le milieu, tu vois, de Mmh. l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Et en fait, il a besoin de mes conseils pour avoir cette vision globale. OK. Ouais Donc et tu te puis dis, il y a un vrai manque, si tu veux, là-dessus. ouais et puis je pense même pour, tu vois, des personnes qui sont assez calées en finance ou dans pas mal de Mm. domaines, en fait, ça vient, du coup, donner un deuxième avis, un deuxième œil et puis derrière, ça permet aussi des fois d'avoir des déclics, je pense, pour certains Ouais, clients, en fait, tu as des clients souvent qui ont des stratégies préétablies en tête. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, et parfois elles sont bonnes, mais il manque des choses. Il manque des réglages, il manque des choses, il manque des prismes, si tu veux, des angles de vue que eux n'ont OK. pas. Et ce qui est logique, c'est pas leur métier. Et en fait, moi, je vais venir apporter, pour quelqu'un qui a pas de stratégie, je vais lui construire toute une stratégie globale où il y aura pas de faille. Et pour quelqu'un qui a déjà une stratégie là-dessus, soit je vais le conforter, soit finalement je vais l'améliorer par rapport à des choses finalement qu'il n'aura pas pensé parce qu'il n'aura pas la vision. Ou alors ouvrir carrément son prisme sur d'autres solutions qui sont peut-être moins courantes, moins conventionnelles parce qu'elles demandent plus de technicité. OK. Bon, bah, écoute, hyper intéressant et tout à l'heure, tu as parlé tu parlé un petit peu de transmission, et Ouais. après voilà, qu'on soit dirigeant, qu'on soit particulier, à partir de quel moment il faut commencer à regarder la transmission? Est-ce qu'il y a un âge ou des moments de vie, qu'est-ce que tu Je en dirais penses le toi? plus, je dirais le plus tôt possible. Ouais, Je dirais que en tout cas, il n'y a pas de règle spécifique là-dessus. Ma réponse, c'est le plus tôt possible. Ma réponse, la mienne, vraiment à moi, qui m'est très personnelle, je dirais c'est le plus tôt possible en partant du postulat que tes enfants sont majeurs. OK, d'accord. Euh,
Pourquoi? Quand c'est que sur de l'immobilier classique, ça me pose pas trop de problème. Et encore, si tu as des prêts qui sont adossés dessus, tu es censé en parler au banquier. Le banquier est censé te dire oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. Et après, tu as la question de te dire oui, mais si demain vous payez pas, est-ce que je peux me retourner sur le patrimoine des enfants, par exemple? Donc ça, c'est des vrais sujets qu'il faut venir Mmh. regarder quand tu as des prêts là-dessus. Quand tu as des sociétés, c'est un peu la même chose. Parce que si tu fais rentrer ton enfant sur ta holding qui détient ta société d'exploitation, admettons, et une société patrimoniale, ben en fait, tu peux avoir des éléments de blocage sur ta société d'exploitation pour aller lever de la dette parce que tu as un enfant mineur et que bon, ben, on est sur des montants qui peuvent être plus ou moins risqués en fonction des contextes de marché, des contextes économiques. Donc, quand c'est majeur, je trouve que c'est un peu différent. Il y a moins d'éléments bloquants. Il n'y a pas ce côté mineur qui alourdit en fait le volet administratif et le volet prise de risque. OK, ouais. Et je le vois nous côté administratif, côté risque aussi, et côté C'est plus banque lourd. surtout, c'est plus lourd, voilà. Dès qu'il commence à avoir des mineurs dans des sociétés, que ce soit des SCI, que ce soit des holdings ou autres, soit il faut qu'il y ait un quota qui soit enfin, une quotité maximum qui soit allouée à l'enfant, et derrière c'est alourdi parce que des fois on demande l'accord du juge et cetera. Enfin, il y a pas mal Et de ouais, ouais. choses, qui sont faites, dans ce sens-là. Donc Ah non, c'est OK, clair. je rejoins un petit peu ce que tu dis et hem et du coup, est-ce que tu as déjà vu des clients faire des grosses erreurs justement en termes de transmission? Ou je sais pas, où tu as peut-être pas pu rattraper le truc ou qui en tout cas a foncé droit dans le mur, est-ce Alors que tu as sur la partie transmission, la plus grosse erreur, j'ai envie de te dire, c'est de rien faire. mmh, Donc là-dessus, je te dirais que oui, j'ai rattrapé pas mal de trucs. Après, des erreurs sur des choses qui ont été déjà données d'une certaine manière où on aurait pu faire mieux, je pense que j'ai pas eu le cas encore aujourd'hui. OK, Parce que souvent, les gens, sur la partie transmission, ils prennent quand même leur temps là-dessus. J'ai eu des cas sur la structuration d'entreprise. Ça, j'en ai eu, ou quelqu'un, par exemple, qui te dit, je sais pas si tu t'es familier avec le sujet, mais tu sais, tu as l'apport-cession, ce qu'on appelle. Tu apportes ton entreprise à une OK, holding et tu vends derrière. Et finalement, t'as pas la notion de plus-value parce que tu vas réinvestir, etc., etc. c'est ça. Là, j'ai un client qui avait fait une cession apport. Donc, il a Mmh, vendu ses parts et en fait, il a apporté le capital à une structure OK, en pensant qu'il allait être exonéré de plus-value. Bon, mais en fait, ça, malheureusement, tu peux rien faire, tu arrives trop tard. C'est l'avocat qui est en défaut. Mais t'es obligé de lui expliquer que c'est figé, c'est mort. Et il va falloir que tu sois bon sur après qu'est-ce que tu vas faire derrière cet argent-là. du reste, ouais. OK. Ah putain, énorme. Donc ça, j'ai déjà eu, ouais. OK et qu'est-ce que tu conseillerais, mais on va dire dans les généralités? Parce qu'après, on est bien d'accord que tu peux pas conseiller enfin, tu peux pas dire: «Faut faire ci ou faut faire ça». Voilà, chaque cas est différent, chaque situation est Ouais. différente. Mais voilà, en généralité, qu'est-ce que tu préconiserais pour quelqu'un qui souhaite, protéger, bah, aussi bien sa je sais pas, sa famille, son entreprise, son patrimoine perso? Qu'est-ce que tu peux faire dans sa globalité qui aiderait une personne, en fait? Bah, déjà, il faut se faire conseiller. Pour moi, il faut ouvrir son prisme en pensant que le banquier, parce que souvent dans la tête des gens, et c'est pas péjoratif, hein, Mmh? le banquier et l'expert comptable, sont pas les dieux vivants. Souvent, les Français ont ça en tête, depuis la nuit des temps. Alors, pas d'où et pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Mmh. Il y a d'autres métiers comme le mien qui existent, hein, où finalement on est capable d'avoir une vision d'ensemble. Je dirais déjà ça, c'est hyper important de se faire accompagner là-dessus. Ensuite, en fait, il faut reprendre des fondamentaux. Typiquement, quelqu'un qui veut protéger sa famille, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est pacsé? Est-ce qu'il est concubin? Concubin, t'es pas protégé. Pacsé, t'as pas de testament, t'es pas protégé, donc fais un testament, à minima. Après, comment tu vas le rédiger dedans, c'est encore autre chose. Mais déjà, si tu fais un testament, tu te protèges un minimum. OK. Contrat de mariage, pareil. Réfléchis ton contrat. Il y en a qui veulent se marier en communauté, ok, très bien, j'ai pas de problème avec ça. Et quand c'est choisi, et c'est une philosophie, c'est ok. Mais souvent, c'est pas choisi. Souvent, plutôt dans une optique de faire des économies. Parce qu'un contrat de mariage, une séparation de biens, ça va te coûter peut-être 1000, 1500, 2000 euros. OK. Sauf que ça peut t'en faire économiser énormément. Que ça soit en cas de séparation, ou que ça soit, par exemple, sur l'égalité des patrimoines, et après, ce que tu es capable de faire, de remoduler, par exemple, adosser une société d'AQ, apporter des biens dans cette société d'AQ pour égaliser finalement les patrimoines, enfin, tout un tas de choses possibles. Et après, c'est anticiper et créer de la liquidité.
Souvent, moi, ce que je vois souvent, c'est un problème où on a beaucoup de patrimoines qui sont complètement illiquides. Soit parce que c'est beaucoup d'immobilier, OK. soit parce que c'est beaucoup de parts de société, ou alors qu'on a de la trésorerie dans les structures qui sont pas libres de fiscalité ou d'utilisation. Donc, il faut vraiment penser à se créer de la liquidité à titre personnel. Donc, que ça soit une OK. épargne de précaution voilà, qui est propre à chacun, qu'on met à la banque là-dessus, et ensuite que ça soit une épargne plutôt financière qui peut avoir plusieurs poches. Une poche court terme, on va avoir vraiment beaucoup de liquidité dessus, une moyenne terme qui va être un peu moins liquide mais un peu plus rentable, et une long terme où on va essayer vraiment de pas la toucher, mais on va avoir encore plus de rentabilité. Donc on va créer un capital au fur et à mesure, mais en conservant de la liquidité. Que ce soit pour des besoins qu'on peut avoir aujourd'hui ou que ce soit plus tard pour des besoins de transmission pour les enfants. OK. Et déjà, si on réfléchit comme ça, c'est pas mal. Et quand on crée, pareil, quand on crée une structure, quand on va s'associer, il faut bien penser à la rédaction de ces statuts. C'est hyper important. Les OK. statuts, pareil, on a tendance à les faire vite parce que c'est moins cher. Mais je pense que c'est des euros qui sont extrêmement bien investis. Et tu parles de statut, moi ça me fait penser à pacte d'associés Ouais, où des fois il y a des avocats qui conseillent aussi de donc pacte d'associés grosso modo c'est, si jamais il y a une séparation, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ils préconisent dans certains cas de pas forcément faire de pacte d'associés, mais par contre de faire des statuts béton, et pas des ouais. statuts tout faits, En tout fait, faits en ligne. il y a eu un gros effet de mode chez les avocats notamment, qui était de dire, même les experts comptables, qui était de dire on fait des pactes d'associés à tout va. C'est-à-dire qu'on vous rédige des statuts bateaux, on fait des pactes d'associés. Alors, faut savoir une chose, c'est que ça fait juste un acte en plus, concrètement. Mais il faut être, voilà, Mmh. je vais pas me perdre de potes, mais c'est vraiment ma pensée, ma vision, et c'est pas grave. C'est une réalité. Il faut pas pousser à la conso pour pousser à la conso. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans les statuts de base, vraiment, euh, qui permettent de régler ces problèmes. La différence entre les deux, c'est que les Mmh. statuts sont publics, OK. parce qu'on peut les retrouver. Le pacte d'associés est privé. Tu peux pas tout faire dans les statuts, il y a quand même des règles à respecter, mais qui sont quand même assez larges en termes de rédaction. Et tu peux le compléter dans un pacte d'associés si vraiment nécessaire. Moi, je te prends un exemple. Dans mon cas, avec Simon, on avait fait des statuts qui étaient bien rédigés au préalable. On est vraiment parti avec ça. On a fait rentrer notre du coup, salarié au capital Audrey. OK. On a fait un pacte d'associés avec elle. Parce que des choses, on n'avait pas forcément envie que ça soit d'une publique, et deux, des choses que les statuts ne me permettaient pas de rédiger dedans. OK. Voilà. Bah, écoute, tu vois la subtilité, moi je l'avais pas. Aussi le fait que le pacte d'associés, tu vois, on puisse pas le consulter, bon ça je le savais, mais ça peut être pas mal ça, comme petite astuce, justement auprès des auditeurs. Parce que c'est vrai que les statuts, bah, tu vas sur Papers maintenant, heu, voilà, tu peux voir pas mal de choses, pas mal de données donc OK. Ah oui, oui, oui. Tu vois beaucoup de choses sur Papers. Oui. Pas mal de choses et OK. Bon, bah, écoute, je te remercie pour ta vision sur ce sujet et derrière aussi donc on en parlera après, mais tu as mis un compte LinkedIn où tu es pas Ouais. mal suivi, mais avant ça, justement, moi donc je te suis depuis un petit moment et puis je consulte un petit peu ce que tu fais régulièrement, et en fait, tu parles souvent de diversification. Hem, Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, la diversification? Pour quelqu'un qui est pas du domaine? Ben, pour quelqu'un qui est pas du domaine, c'est pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà. Je pense qu'on peut pas dire mieux que ça. C'est je veux avoir dans mon patrimoine, on va le regarder comme ça, je vais être diversifié. Je vais avoir de l'immobilier qui peut être ma maison, bien locatif, bien secondaire, peu importe. Je vais avoir de l'épargne de précaution, donc ça c'est ce que je vais avoir pour moi sur les comptes bancaires, sur les livrets bancaires. Je vais avoir une épargne financière qui va être décorrélée du coup de la partie immobilière et décorrélée de la partie normalement bancaire en tant que telle. Où donc là on va investir dans peut-être des actions, des obligations, des supports, des ETF, des produits structurés, de l'or, matières premières, tout un tas de choses. Et donc là pareil, le but c'est de on va pas aller sur le financier qu'avec des actions. Il faut un peu d'actions, un peu d'obligations, un peu de tout. Ce qui permet d'être décorrélé si demain il y a des crashs de marché et de pas subir finalement des grosses baisses. Alors tu vas me dire oui, mais on subit pas toutes les grosses hausses. Et oui, t'as raison.
Mais je préfère quelque chose de plutôt linéaire et plutôt stable, on va dire, pas avec des gros pics, comme la crypto, par exemple. La crypto, quelqu'un qui met 100% de son actif en crypto, en fait, c'est les montagnes russes. Bon, ben, soit on est préparé à ça, mais bon, je trouve que c'est pas forcément bon parce que même tu mets 100 000, t'as 200 000, et en fait, le lendemain, t'as 75. Mmh. Ben, bizarrement, c'est que le lendemain, t'as besoin de 60, des 100 000, il t'en reste que 75. Ben, en fait, tu sais pas. C'est compliqué. C'est Donc, ça. c'est pour ça que c'est important de diversifier. Euh, le patrimoine, si on peut, les sources de revenus, notamment pour les dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire que bon, ben, on a une activité principale, et il faut être capable d'arriver à faire des activités connexes. Ça, c'est pas mal. Euh, et après, diversification, c'est déjà pas mal. Si tu arrives déjà à avoir ce gap-là et cette ouverture d'esprit, on va dire, sur l'immobilier, le financier, le bancaire et ce que j'appellerais l'exotique, donc tout ce qui est private equity, crypto, de l'or en direct, de l'art, des montres, des machins, des trucs, bah déjà c'est pas mal. Et tu auras des OK. classes d'actifs qui vont bien fonctionner entre elles, mais qui seront quand même décorrélées sur globalement les contextes de marché. OK et selon toi, encore une fois, est-ce qu'il y a, enfin, est-ce qu'il y a une hiérarchie, en fait, dans quel ordre, voilà, pour quelqu'un qui va débuter dans l'investissement en général? Est-ce qu'il y a une hiérarchie, voilà? Est-ce qu'il faut commencer par de l'IMO? Est-ce qu'il faut commencer par, du bancaire, du financier? Selon toi, c'est quoi la hiérarchie? Faut commencer par l'épargne de précaution. Donc, faut commencer à finalement se créer son matelas psychologique de confort et de sécurité. Il y en a qui vont te dire c'est 3 mois de salaire, il y en a qui vont te dire c'est un réa, il y en a qui vont te dire c'est 10 000 euros. Il n'y a pas de montant. Le montant, c'est pour moi ton seuil psychologique avec lequel tu es à l'aise financièrement. Donc, il y en a, c'est 10 000 euros. Avec 10 000 euros, ils sont à l'aise financièrement et ils peuvent commencer à investir après ça. Au-delà d'un livret A, je trouve que c'est beaucoup trop, OK. personnellement. Parce que des dépenses à 22 000, fait quasiment 23 000 euros, c'est rare qu'elles arrivent du jour au lendemain. Oui, En ça peut général, être, ça peut être un il y a une frigo petite ou sommation. Ouais, voilà. voilà, une réparation de voiture, Ouais. des Et petits même une bricoles comme voiture à ça, la oui. limite, même une voiture qui pète, tu peux très bien acheter une voiture à 10 000 euros. Exactement. Donc, il n'y a pas de nécessité vitale, on va dire. Donc ça. Ensuite, il y a la question qui vient, qui est le toit sur la tête. Est-ce que tu as une appétence à être propriétaire de ta maison ou est-ce que pas du tout? Pareil, il n'y a pas de règle. Il y en a qui te diront c'est un passif, il y en a qui te diront c'est un actif. Moi, je te dirais, si dans ton prisme, c'est important d'avoir ta résidence principale à toi, achète-la. Voilà. Il n'y a pas de, il y Et a pas de, su- il y a pas de et sujet. OK et pour compléter, moi, ce que tu dis, et compléter, en fait, avec la vision banque, c'est vrai que ça rassure toujours la banque quand tu es propriétaire de ta résidence principale. Donc si derrière Oui, tu parce peux que partir sur d'autres supports. c'est un actif, il est là, quoi. Voilà. La banque peut le prendre si jamais, en gros. Euh, mais donc ça. Et alors, une fois qu'on va dire que tu as ton épargne de précaution et que pour quelqu'un qui veut sa résidence principale, là, en fait, je dirais que c'est bien de commencer à épargner sur le monde financier. Donc, de dire, je mets peut-être 1 000 euros pour ouvrir un contrat par une assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est le couteau suisse, pour moi, il en faut une, que je vais venir abonder tous les mois de 50, 100, 200, 300, 500, enfin, peu importe en fonction de ses capacités, là-dessus. Pourquoi pas avoir un autre support, un PEA, compte titre, en fonction des appétences de chacun, qui est un peu plus dynamique en général comme support, où on vient faire exactement la même chose. Euh, et après, on peut diversifier sur quelqu'un qui aime bien l'immobilier, ben, il peut acheter un petit appart locatif, pourquoi pas. OK. Quelqu'un qui a pas trop d'appétence sur l'immobilier en physique parce que c'est des galères, parce que si, parce que là, il peut faire pourquoi pas de la SCPI, Mmh. euh, soit en pleine propriété s'il y a besoin de revenus, soit en démembrement, en nue propriété notamment s'il y a pas besoin de revenus, pour capitaliser. Après, pourquoi pas partir sur tu montes après au-dessus, je sais pas moi, un peu de private equity, si voilà, une personne elle a un peu des notions de risque, que les OK avec ça, un peu dynamique, pourquoi pas mettre un peu de bit dedans, pourquoi pas un peu de crypto, c'est une vraie classe d'actifs maintenant aujourd'hui. Euh, les matières premières et notamment l'or font partie, les métaux précieux, l'argent aussi beaucoup en ce moment. Et en fait, diversifier là-dessus. Et le haut de la pyramide, en fait, c'est pour moi des choses où on est capable de prendre beaucoup de risques parce qu'on est capable de les perdre. OK.
Je vois tout à fait. Et juste un petit aparté, tu as parlé de démembrement. Pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est, est-ce que tu peux essayer de le vulgariser? En fait, c'est quoi le démembrement? Du coup, parler, bah, d'une nue propriété, d'usufruit, et cetera. Et puis derrière, quels peuvent être les intérêts, du démembrement? Alors, le démembrement de propriété, c'est quelque chose qui est assez français, qui est très français d'ailleurs. En France, quand on achète un bien, on a ce qu'on appelle la pleine propriété. Donc, vous qui nous écoutez, demain vous avez votre maison, vous l'avez achetée, vous êtes normalement plein propriétaire de votre maison. Cette pleine propriété, juridiquement parlant, elle se décompose en deux choses. La nue propriété, qui est finalement le droit de propriété en tant que tel, et l'usufruit, qui est le droit de pouvoir utiliser le bien et de percevoir les revenus. Donc, si on devait l'imager sur un bien, c'est finalement nu propriétaire, c'est mon bien, il est à moi. Usufruitier, je peux soit y habiter dedans, soit le louer et recevoir le loyer. Voilà. Le fait de pouvoir découper finalement le bien, si on a un bien qui vaut 100 000 euros en pleine propriété, eh bien en fait la valeur de la nue propriété et de l'usufruit équivaudra à 100 000 euros. Donc, ce qui veut dire que on va avoir peut-être une propriété qui va valoir 40 000 et un usufruit 60. Ça, il y a un barème fiscal qui a été fait, qui est l'article 669 du Code général des impôts, pour ceux qui s'intéressent, qui donne un tableau en fonction de l'âge de l'usufruitier avec des pourcentages à chaque tranche d'âge. Et après, il y a d'autres méthodes qui existent, mais on va pas en parler, c'est beaucoup trop complexe. J'ai fait un podcast sur le sujet d'ailleurs il y a pas très longtemps. OK. Eh ben, écoute, pourquoi pas? Euh, Donc ça, et ensuite, quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt de découper ça, c'est que en droit français, l'usufruit a toujours une durée. Donc soit elle est viagère, donc elle est liée à l'espérance de vie humaine, et finalement, quand on va donner la nue propriété d'un bien à un enfant, par exemple, un bien qui coûte 100 000 euros, on reprend notre exemple, la nue propriété coûte 50 000, on va donner 50 000 euros à notre enfant. Notre enfant, il aura la propriété, ce qu'on appelle le droit d'attendre. OK. Le droit d'attendre, c'est finalement le droit d'attendre que mon parent décède pour récupérer l'usufruit. Et en fait, cet usufruit-là, il ne passera pas par la case taxation au niveau de la succession. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'âge du parent, plus le parent vieillit, plus la valeur de la nue propriété augmente. Et la valeur de l'usufruit, elle baisse. Et finalement, quand le parent décède, le reliquat de valeur va directement au nu propriétaire pour reconstituer ce qu'on appelle la pleine propriété. Et donc, au lieu de faire une donation de 100 000 euros, on a donné 50 000 euros à un enfant pour un bien qui en vaut 100. Et on s'est gardé l'utilisation du bien, les revenus du bien. On peut le combiner pour les chefs d'entreprise sur de l'investissement. Sur une personne morale, le démembrement, ça a une durée de 30 ans maximum. OK. Donc, par exemple, on peut dire à une société, on va acheter de l'usufruit de SCPI pour 10 ans. La nue propriété va être achetée de ces SCPI par le chef d'entreprise sur 10 ans. À l'issue des 10 ans, la société, elle aura encaissé 10 ans de loyer sur 100% de la valeur des parts de SCPI. Et en fait, à l'issue des 10 ans, l'usufruit disparaît de l'actif de la structure. Et en fait, le chef d'entreprise devient plein propriétaire. On a fait travailler la trésorerie dans l'entreprise. On a normalement créé plus de valeur que de trésorerie existante de capital investi. Et on a sorti de l'argent de l'entreprise en ne payant ni cotisation sociale, ni fiscalité. Et entre-temps, ouais, ta boîte a fait de la trésor parce qu'elle a encaissé, bah, des revenus grâce au SCPI et toi, à Exactement. titre perso, tu pas eu de fiscalité sur les revenus de Exactement. SCPI. Et ce qu'il faut faire, alors sur les revenus et même sur la valeur de l'usufruit en tant que tel. Parce que la valeur finalement est plus dans l'actif et elle rejoint Mmh. le nu propriétaire. Donc si tu avais 10 000 euros en valeur d'usufruit, normalement tes 10 000 euros pour les sortir, t'aurais coûté 3 140 euros aujourd'hui, vu qu'on a eu la hausse de la CSG. Et en fait là, tu ressors avec 10 000 euros. Cadeau. Voilà. Il faut juste garder à l'esprit qu'il faut qu'il y ait un intérêt économique, et l'intérêt économique, c'est finalement que la trésorerie travaille et qu'il faut qu'elle travaille de manière plus importante que le capital de départ. Donc ça veut dire qu'à l'issue des 10 ans, si tu as mis 10 000, il faut que tes loyers encaissés soient supérieurs à 10 000. Et là, tu as un intérêt économique. OK. Eh ben, écoute, hyper intéressant et on va dire pour, clore ce sujet, de diversification et arriver derrière sur la partie, réseaux sociaux, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, de ton côté, sur, quel support tu as investi?
à titre perso Mm. ou même à titre pro, voilà, de l'immobilier, de la bourse, ce serait hyper Moi, intéressant. j'ai de l'immobilier. Alors, j'ai pas ma résidence principale encore, mais Mmh. bon, comme je l'ai dit, j'ai pas de souci avec ça vu que j'ai divorcé. Je me laisse un peu de temps pour l'acheter. Je me OK. dis que j'ai des exigences assez importantes là-dessus, donc je veux pas acheter un truc au rabais. Donc bon, mais mécaniquement, j'attends de voir comment je l'organise, si tu veux, dans le temps. J'ai acheté les bureaux, donc ça OK. c'est de l'immobilier pur. Au-delà des bureaux, j'ai moi une assurance vie dans laquelle je suis investi de manière assez agressive. OK. Je prends beaucoup de risques parce qu'en fait, je pars du principe que j'ai du temps. Donc, ben, mécaniquement, quand on a du temps, on est capable de prendre du risque. J'ai la même chose pour mon fils. Pareil, il a du temps, donc j'abonde ça Bien tous les sûr, OK. mois. OK. J'ai des montres, parce que j'aime bien ça. Et que bon, ben, maintenant, c'est la notion financière et d'investissement. J'ai des objets d'art aussi. OK. Et après, au niveau de la structure, on a un contrat de capitalisation, ça oui. Contrat Pareil, de capi. pour faire travailler la OK. trésor, donc plutôt sur le monde financier, qui est plus doux en termes d'allocation d'actifs que la partie perso en tant que telle. Et puis voilà. Beh, écoute, pas mal. En tout cas, merci pour ce partage-là. Et puis derrière, pour arriver justement donc à la partie, LinkedIn, donc, là, à l'heure actuelle, tu as un peu plus de 80 000 abonnés Ouais, sur LinkedIn. Donc c'est, enfin, à mon sens, c'est énorme. ouais, c'est Pourquoi déjà beaucoup. c'est beaucoup, ouais. Pourquoi avoir choisi, en fait, ce canal pour, communiquer sur ton activité et puis sur, le partage aussi, sur ce que tu fais au quotidien? En fait, si tu veux, j'avais essayé d'autres réseaux avant, Mmh. de partir sur. En fait, de manière générale, je me suis toujours dit qu'il y avait un truc à faire sur LinkedIn. Je n'ai jamais su quoi, mais je me suis toujours dit qu'il y avait un truc à faire. Donc j'ai essayé d'autres réseaux, et très bien. Ça, quand on a créé le cabinet notamment, c'était bien parce que ça nous apportait nos premiers clients et tout, c'était cool. Mais c'était pas la clientèle que j'avais envie de travailler. D'accord. Sur LinkedIn, c'est quand même un réseau professionnel. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de décideurs, il y a beaucoup de cadres salariés qui ont des bons postes. Il y a de tout, hein. Il y a qui ont aussi qui sont plus mesurés en termes de patrimoine et en termes financiers. Et il n'y a pas de problème avec ça. Euh, et c'est quand même un réseau qui, du coup, est en vogue maintenant depuis, allez, 2-3 ans là. Je trouve que il est beaucoup plus actif que ce qu'il était avant. Moi, j'ai commencé à publier il y a quasiment 3 ans OK. sur LinkedIn. Et en fait, j'avais une notion où j'avais envie quand même de trouver des clients, mais j'ai toujours aimé transmettre. Et on m'a toujours dit, écoute Nico, ce que tu dis à chaque fois, on le comprend, c'est simple, c'est facile. Donc bon, ben, alors que ça paraissait compliqué de base. Et donc en fait, ben, je me suis prêté au jeu de l'exercice parce que je suis un peu créatif, je peins à titre perso. Ah! Donc, OK. du coup, je me suis dit, bah, écoute, j'avais vu les fiches à l'époque de Guillaume Simonin, les feuilles volantes qu'il avait faites. Et je me dis, ouais, le format est vraiment pas mal et tout. Et en fait, je vais essayer de créer le mien. Donc, je vais rien inventer. Hein. En soi, j'ai pas inventé la poudre. Mais de faire mon format et d'être beaucoup plus global. Tout le monde était centré éducation financière. Et moi, en fait, je trouve que l'éducation financière, c'est cool, mais c'est qu'une partie de la gestion de patrimoine. Et donc, autant l'élargir à la structuration, le financier, la fiscalité, la famille, la protection, la OK. transmission, le chef d'entreprise, tout. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire des fiches synthétiques et factuelles sur, par exemple, qu'est-ce qu'une SARL, c'est quoi les sociétés patrimoniales, ce qui était d'ailleurs ma toute première fiche. Je sais pas moi, qu'est-ce que c'est un compte courant associé, qu'est-ce que c'est une assurance vie, qu'est-ce que c'est une action, etc., etc. Finalement, de partir de la base en disant, bah voilà, c'est ça, ça sert à ça fait ci, ça fait ça, de manière très simple, factuelle, un schéma, et on y va. J'ai fait ma première fiche, ça a marché direct, j'étais là, waouh, j'étais pas prêt. Quand tu sais, quand t'as pas d'abonnés, j'avais genre 2000 relations sur LinkedIn au départ, Ouais. qui étaient dues au fait que j'avais démarché pas mal quand j'étais au cabinet avec ma mère, donc c'était même pas des gens que je connaissais, quoi. Et que tu fais un premier post, je sais plus, j'avais dû faire 150 ou 200 likes, personne, je dis là, waouh, mais incroyable. Énorme.
Donc, du coup, tu continues. Et en fait, vu que c'est quand même vaste comme sujet, ben, tu publies, tu publies, tu publies, tu publies. Tu as beaucoup de valeur ajoutée. Et les gens sont contents. Et c'est ça qui est très cool. C'est que chacun pioche un peu là-dessus. Les professionnels, je sais qu'il y a beaucoup de pros qui les utilisent. Beaucoup de banquiers, de CGP, d'experts comptables, notaires, etc. Et je trouve ça très bien. Il y a des gens après qui te contactent pour des demandes, qui peuvent se transformer en clients. Parfois, pas du tout. C'est un échange et les gens repartent avec des tips et c'est OK, tu vois. Et en fait, tu grossis comme ça et j'ai pris beaucoup d'abonnés comme ça. Et donc, si tu veux, en 2 ans et demi, passer de 2000 à 82 000, quoi. Énorme, énorme, énorme. Et en termes de régularité de posts, tu un post tous les combien de jours à peu près, Je fais un post par jour, un du post lundi au par jour? vendredi. OK. Ouais, Donc un post par jour du lundi au vendredi. Parfois, je fais des posts un peu plus tard le soir à 18 h. Ça dépend. OK. Si j'ai le Et temps, pas le temps. mmh et comment tu fais pour, être régulier, en fait? Pour, C'est toujours avoir des idées, pour toujours alimenter et Bah écoute, j'ai fait plus de 300 fiches, donc ça fait quand même pas mal de trucs. Et j'essaie d'en créer toujours un peu au fur et à mesure. Parfois, il y a des moments où je peux pas, parce que moi je fais quasiment que des fiches. C'est très rare que tu aies autre chose que des fiches sur mon profil. Parfois, je recycle, hein, comme tout le monde. Parfois, j'en améliore des anciennes que j'améliore un peu. Et en fait, j'essaie de toujours me nourrir de ça, de toujours rester là-dessus. Et puis, tu parles des OK. actualités, des problèmes qu'on te fait remonter, tu vois, des clients ou des idées qu'on peut te donner sur des discussions que tu peux avoir, tu peux dire, ah oui, ça, on l'a pas abordé, c'est vrai que on pourrait l'aborder de cet angle-là, tout ça. Et après, c'est de la régularité, de la discipline, tu vois. Moi, les seuls moments où je m'arrête de publier, c'est aux vacances de Noël, où j'arrête entre 2 et 3 semaines en général. OK. Et aux vacances d'été, où j'arrête pendant un mois, enfin 4 semaines, 4 à 5 semaines. OK. Où vraiment je coupe parce que c'est quand même après, pas que t'es esclave de ça, mais c'est une discipline qui est dure. Faut faire tes posts, faut les préparer. Moi, tous les matins à 7h30, 7h45, je suis dans l'ordi pour préparer mes posts, préparer un peu ce que je vais faire. T'as la pause qui part à 8h ou à 7h45 quand j'ai mon fils à la garde. Et en fait, bon, mais il y a quand même du boulot. C'est-à-dire que tu postes pas et ciao, quoi. Faut répondre, interagir, machin, truc. Donc c'est du boulot. OK et on le sait, alors après on est peut-être, enfin, tu peut-être moins concerné sur LinkedIn, que d'autres réseaux sociaux. Mais quand tu commences comme ça à avoir un petit peu même beaucoup de visibilité, heu, tu reçois, des critiques ou en tout cas des commentaires des fois qui peuvent être négatifs ou hors sujet. Je suis curieux de savoir comment tu gères justement ces commentaires ou ces critiques? Mais globalement, je trouve, en tout cas pour moi, hein, sur LinkedIn, c'est quand même assez bienveillant. OK. Le peu de commentaires qu'il peut y avoir sur ouais, c'est pas bon, ou ouais, un peu de truc, il se la pète, ou machin, ou on s'en fout, si là, ou machin, ou la montre au poignet, et ça va payer ça, machin. C'est des trucs, si tu veux. En fait, ça me passe au-dessus parce que quand tu connais la personne, quand tu vois toute la valeur que j'ai délivrée sur LinkedIn gratuitement et avec grand plaisir, enfin, j'estime que tu peux venir me juger ou me dire que je suis con, ce que t'as envie, hein, mais franchement, OK. ça me passe au-dessus. Voilà. Ouais. En fait, quand c'est pas fondé, euh, je prends pas de recul. Voilà. Je prends pas de recul par rapport au truc, ça glisse. Voilà. Si c'est fondé, bah, effectivement, s'il y a un truc qui est fondé, t'en discutes, tu le repenses et tu veux comprendre le pourquoi et comment tu peux t'améliorer. OK. Mais objectivement, ça m'est pas arrivé encore sur LinkedIn aujourd'hui. OK et tu as parlé donc, de régularité, de discipline, de moments aussi où il fallait couper, notamment les Ouais. fêtes, vacances d'été. Est-ce que tu donnerais, des conseils à quelqu'un, voilà, qui souhaite développer, voilà, que ce soit un compte LinkedIn, enfin, ou peu importe, hein, sur un sujet qui lui tient à cœur, qui arrive à vulgariser, voilà, comme toi tu le fais, tu donnerais quoi d'autre comme conseil? En dehors de, pas de cette régularité et de Ben, discipline? ce qui compte, je pense surtout, c'est de le faire avec son cœur, avec son âme. C'est-à-dire que ça peut paraître bateau ce que je te dis, Mmh. mais c'est finalement d'y mettre toute la conviction personnelle dans son support. Et de pas faire un support dans l'objectif de trouver des clients, OK. mais de faire un support dans l'objectif d'aider des gens.
La tu vois? nuance, elle est immense. Elle est immense, Parce ouais. que, elle est immense parce que dans la construction du support, il y en a un qui va être très commercial et très agressif sans même que tu te rendes compte, alors qu'il y en a un qui va être finalement absolument pas commercial. Et le gars va le lire, il va juste se dire, mais trop bien, j'ai compris, quoi. Puis il y a un mec qui va se dire, trop bien, j'ai compris, ce mec il a l'air compétent, et en fait, je vais l'appeler. Parce que j'ai envie de me faire accompagner par ce gars-là. Et en fait, tu as un climat de confiance qui se crée aussi au fur et à mesure et qui est important, je pense. Euh, donc, je pense que c'est vachement important d'avoir cette vision-là. Et de jamais Mmh. négliger les commentaires et les messages que tu reçois. OK. Moi, je réponds à 100% des commentaires et à 100% des messages que je reçois. Eh ben, écoute, notez les auditeurs. Répondez. Et je rebondis aussi à ce que tu as dit. Voilà, tu faisais des posts sur des sujets que tu vulgarises, sur l'actualité aussi. Pour, Ouais, bah, tu vois, typiquement, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de télé, je me suis coupé de la télé, je crois que c'était en 2017 ou 2018. Parce que ouais. voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qu'on nous dit et puis, aussi une perte de temps. Mais pour quelqu'un qui souhaite suivre l'actualité, heu, globale, générale ou pourquoi pas un peu plus poussé sur la finance et la gestion patrimoniale, est-ce que tu as je sais pas, des supports ou même d'autres, des supports, des magazines ou autre chose qui permettent justement d'avoir que les infos nécessaires sur ce sujet? Et C'est pas évident. pas être noyé de pas mal de choses. C'est pas évident parce que chaque presse, que ce soit visuelle, écrite, en général, elle a souvent un parti pris de quelque chose où on va dire un avis qu'on n'a pas demandé d'ailleurs, hein, mais un avis Mmh. là-dessus. Et je le vois même sur les posts LinkedIn. Donc, je trouve que sur LinkedIn, de manière générale, il y a des profils qui veulent le coup de suivre sur ces informations-là parce qu'on va rester objectif. On va pas, tu vois, par exemple, la hausse de la CSG, quand tu regardes, tout le monde te dit, ah, c'est abusé, pouvoir d'achat, machin. Et en fait, c'est un constat, tout le monde le sait. Ça veut dire, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Ça fait un peu plus de buzz, un peu plus de trucs. Ok, très bien. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça implique. Voilà. OK. Donc, en fait, quelqu'un qui va te dire, ok, la CSG, elle a augmenté, de 1,4% sur tel revenu. C'est bien, c'est pas bien, on s'en fiche. Il n'y a pas d'avis. Tu fais ton propre avis. Et voilà comment ça se passe. Et donc ça, il y a Joachim Savigny qui le fait bien sur tout un tas d'infos plus, comment dire, plus larges, financières, contexte macroéconomique, un peu contexte même international, avec une belle image pour la France. OK. Euh, Moi, je le fais beaucoup plus sur la partie gestion de patrimoine et plus technique, donc les chiffres en fait, les augmentations, les baisses, les modifications du dispositif ou autres. Moins sur le volet financier parce que j'estime que c'est pas mon cheval de bataille. Je trouve que c'est bouché là-dessus. Euh, il y en a un autre qui le fait très bien, que j'aime beaucoup. Alors, je cherche, j'ai son prénom mais j'ai plus son nom de famille. Alors, attends, si tu me donnes une minute, Vas-y. toi tu dois le connaître. Richard Michaud, voilà. Ah, ça me dit que OK, ouais. Richard Michaud, pareil, qui est très bien. Où j'aime beaucoup ce qu'il publie, pareil dans l'univers un peu financier, tout ça, et l'IA, toutes les actualités, mais sans avoir une prise de parti et un avis tranché où on lui a pas demandé quoi. OK. Eh ben, écoute, je te remercie, fait déjà du coup 3 personnes, toi et Ouais, puis, voilà, Joachim Savigny, Richard Michaud. ouais, Noté, exactement. noté, noté. Et après, non, après tu peux toujours regarder la presse écrite, mais la presse écrite, en fait, il faut savoir la filtrer. Voilà. OK. Bah, écoute, je te remercie pour ton avis sur le sujet. J'ai encore quelques petites questions pour clore le podcast. Je suis assez curieux, voilà, on va dire que je suis stagiaire. Je viens chez Ouais. toi, 1 semaine, 15 jours ou un mois. Hem, Comment va s'articuler en fait ouais, on va dire une semaine type avec toi ou un mois type? Qu'est-ce qu'on va faire, voilà, tout au long de la journée, de la semaine? Je suis Si curieux. c'est qu'avec moi Si c'est qu'avec toi, oui. ou, ou dans le cabinet au global, parce que si c'est qu'avec moi, en fait, tu vas pas avoir beaucoup d'audits. OK.
Moi, je rédige plus aujourd'hui. Je réfléchis dans les stratégies avec du coup Simon et Audrey, Ouais, mais j'ai pas le temps de rédiger. Donc une journée type avec moi, c'est que on va se lever tôt, on va faire LinkedIn direct, on va se mettre dessus, on va regarder un peu les publications, on va regarder un peu les nouveautés. Moi, je vais un peu regarder les actualités sur des sites spécialisés que nous on paye en interne pour regarder, notamment Fidroit que tu dois connaître peut-être. ok, Euh, Ça, LinkedIn, donc ça va durer pendant, il y a le post qui part, tout ça, je dirais jusqu'à 9 heures à peu près, 8h30, 9 heures. ok. Euh, Après, on va aller boire un petit café, C'est prendre, je important sais pas, 10, ouais, pour 10-15 lancer la minutes de, journée. ouais, c'est ça, 10-15 minutes de temps où tu vas parler un peu avec tout le monde sur les équipes, tout ça. Et après, on commence les rendez-vous. Donc, il y a des rendez-vous prospects, on peut avoir des rendez-vous de suivi client. Donc, pareil, voir un peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'ils ont compris dans la stratégie, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis en place, etc. On peut avoir des restitutions d'audit. Donc, on va restituer une stratégie globale à un client. Moi, les rendez-vous partenaires, j'en fais quasiment pas. Quand je dis partenaire, c'est partenaire financier, voilà, contrat assurance vie, produits structurés, je sais pas moi, du Jardin, du private equity, de la SCPI, tout ça, moi je le fais quasiment pas. J'en fais un peu, mais pas beaucoup. Ok, Pas le plus gros. De la création de fiches et de posts, ok, pareil, recommenter un peu là-dessus et faire du réglementaire, donc faire des documents de relation, de la démission, déjà de les avoir, regarder que les dossiers soient bien conformes à ce qu'on demande en termes de réglementaire. Et après, moi, je pense que c'est essentiellement ça qu'on fera sur une semaine. Et ok. après, tu parles de déplacement pour aller voir des clients. Mais pareil, on fait quand même beaucoup de choses en distanciel. Vu qu'on est, on a de la visio et que on travaille nous partout en France à l'international, c'est plus simple. Voilà. Par contre, si tu es avec Simon ou Audrey, tu vas beaucoup rédiger. Donc, tu vas voir les clients, tu vas analyser les situations, tu vas échanger si tu vas échanger avec moi sur des stratégies pour les construire. Ok. Mais tu vas y réfléchir en amont. Tu vas faire pas mal de calculs. Tu vas faire beaucoup de restitution, beaucoup de suivi au niveau des clients. Tu vas ouvrir des contrats financiers, tu vas faire des arbitrages, tu vas construire des allocations d'actifs, tu vas faire des rapports d'allocation, tu vas faire du réglementaire sur la partie financière, donc questionnaire profil investisseur notamment. Euh, Avec Audrey, tu peux faire un peu de recherche immobilière aussi. De temps en temps. Voilà. Donc tu vois, on n'est pas du tout sur les mêmes postes. Sur les mêmes journées, C'est c'est ça. deux salles, deux ambiances. Des salles, des ambiances, ouais, exactement. Ok. Et puis maintenant, pour clore le podcast, j'ai encore deux petites questions. Est-ce que tu as des passions? Tout à l'heure, tu as parlé déjà de peinture, mais voilà, est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu lis aussi également? Et si oui, est-ce que tu as deux livres, allez, un ou deux livres qui t'ont marqué? Alors, est-ce que j'ai des passions? Alors oui, j'ai bon, la peinture, j'aime bien la peinture. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais j'aime bien la peinture. Hmm. Donc je peins, je fais des tableaux qui sont chez moi d'ailleurs. J'en ai eu fait pour des copains, vendus même, etc. Donc ça j'aime bien. Et j'aime bien, comme je te disais au tout début, la Formule 1. Je suis un grand passionné de Formule 1. Hmm. J'adore ça. Je le regardais petit avec mon grand-père. Je fais les grands prix, tout ça. Et aujourd'hui, ouais, je regarde tous les grands prix. J'en rate pas un. Euh, Là, tu vois, l'année dernière, je suis allé à Barcelone, je suis allé au Bahreïn. Là, cette année, je vais faire Madrid, je pense. Ok. Euh, donc, j'essaie au moins de me faire un ou deux grands prix par an. Et je trouve ça très bien parce que tu as une mentalité. En fait, c'est des prouesses technologiques qui sont folles. Moi, j'adore la vitesse, donc si tu veux, bon, ça colle bien avec le truc. J'aime beaucoup l'univers et même pour les pilotes, c'est quand même des gens qui sont jeunes. J'en connais un pilote de Formule 2 qui est passé en développement Formule 1. Ok. Et en fait, si tu veux, c'est beaucoup de discipline. C'est une force mentale qu'on sous-estime et qu'on n'a pas idée. Une force physique, pareil, c'est beaucoup de sacrifices et finalement, c'est de l'entrepreneuriat un petit peu hein, mécaniquement, donc tu peux faire des bascules là-dessus. Donc ça. Et après, non, je veux pas de. J'aime bien les voitures, j'aime bien les voitures, j'aime bien les montres. Bon, voilà, après, me dire que c'est une passion Ok. viscérale, non. J'aime beaucoup le tennis, Ok. donc je le suis aussi pas mal. Parce que pareil, sport, alors je sais pas, c'est des sports individuels, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu te retrouves seul face à toi-même.
Et donc en fait, c'est toi qui décides. Toi qui décides et si tu perds, C'est ta c'est à faute. cause de toi, Si si tu tu gagnes, c'est grâce à toi et ton équipe Exactement, éventuellement, mais ouais. OK. exactement. Donc ça, et après en termes de livres, je suis pas un grand lecteur, Mmh. qu'on se le dise. J'ai eu lu des livres sur le développement personnel notamment. Et il y en a un que j'avais trouvé vraiment bien. Alors j'ai plus le nom de l'auteur. Attends. Tu le titre peut-être? Je vais te Ouais, le titre c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Donc le OK, titre il peut paraître très dur, ouais. mais en fait la philosophie du livre et de l'ouvrage, pour le coup, je trouve est vraiment bonne parce que elle te montre que vraiment tu es responsable de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans ta vie. OK, trop bien. Et donc en termes je trouve, de mindset et ouais, de vision, que ce soit personnelle ou professionnelle, ça te fait prendre beaucoup de hauteur sur ta propre vie en te disant, ouais, en fait, je me plains peut-être de ça, mais le sous-jacent, c'est ça. Et en fait, c'est juste que ça fait tomber c'est un peu comme ça que je le dis, moi, des histoires que tu te racontes. D'accord. OK. Parce que, on a tendance à se raconter beaucoup d'histoires pour ne pas faire de choses ou en faire des caisses. Au contraire, on se raconte beaucoup d'histoires, mais la réalité derrière, elle est beaucoup moins sympa, beaucoup moins sexy. Et c'est juste qu'on est confronté face à soi-même à ce moment-là. Et que le fait de se raconter une histoire, bah, c'est une forme de fuite par rapport à sa propre personne. OK. Eh ben, écoute, j'ai noté. Avoir le courage de ne pas être aimé. Ouais, et c'est ouais, je te dirai pas le nom parce que c'est un truc imprononçable, c'est un chinois qui l'a écrit. OK. Bon après, sur Amazon ou sur d'autres sites, Tu il y vas a le moyen de trouver, retrouver tu vas le trouver. facilement. OK Ouais. et on en arrive du coup à la toute dernière question. Question que j'adore parce que du coup, c'est vraiment propre à chaque personne et c'est aussi propre à, on va dire à un moment de vie où tu te trouves. J'aimerais savoir, toi, ta vision de réussite. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Alors, pour moi, ma vie, c'est quoi? Ça a changé récemment. OK. Ça a changé récemment. En fait, pour moi, réussir ma vie, euh, déjà, je l'attache plus au matériel OK. ou à l'argent, ce qui était le cas avant, en toute transparence. Je dirais que c'est plus arriver à transmettre des choses aux gens, dans quelque chose que j'aime bien, qui me passionne, et surtout construire une famille et des moments de vie en fait sur lesquels tu vas te souvenir. En fait, c'est créer des souvenirs qui aujourd'hui, je trouve, font la vraie richesse d'une réussite. Pour la simple et bonne raison que les souvenirs restent, le matériel en fait, si tu veux, oui, t'as un iPhone, un machin, un truc, t'es content de l'avoir, ça te procure du plaisir sur le moment, c'est cool, tu peux frimer devant les potes, c'est très bien, mais c'est que de l'éphémère et ça vaut rien. Dans 2 mois, tu t'en souviendras plus. OK. Donc je dirais que c'est plutôt ça, transmettre des choses et construire finalement des moments de vie, que ça soit en famille ou entre amis, et des souvenirs qui vont rester gravés et qui sont importants si tu veux là-dessus. Alors, tu peux me poser la fameuse question, est-ce que pour toi l'argent contribue au bonheur? C'est une question qui revient souvent. Pour moi, oui. Il faut quand même, enfin, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Il faut être lucide parce que l'argent te permet mécaniquement de vivre des moments de vie très cool, et donc mécaniquement de créer des souvenirs très cool, et d'en Ouais. créer davantage qu'une personne qui n'en a pas, On est d'accord. On est de d'accord. manière factuelle. Voilà. Donc je dirais que voilà, c'est ça mon leitmotiv, et d'être surtout réussir sa vie. Je pense que c'est aussi être bien soi-même et être aligné soi-même dans ce qu'on vit, dans ce qu'on veut, sur les émotions, sur tout un tas de choses. On a d'ailleurs minimisé pendant très longtemps le volet émotionnel et le volet ouais, charge mentale, psychologique, on peut appeler comme on veut. Je trouve que c'est vachement important. Tu vois, moi, je sors d'une épreuve, un divorce par exemple, c'est une épreuve qui était lourde quand même, qui déconstruit beaucoup de choses. Je suis jeune, hein, 33 ans, donc si tu veux, c'est quand Mmh. même bon, un gros truc. Oui. Et l'image que j'en avais, si tu veux, c'est avoir un genou à terre. Enfin, la vie te met un genou à terre. Donc il faut se relever. Et l'image que j'en avais, c'est pour ça que je te parlais de Batman aussi au début, pour ça la Oui. boucle est bouclée, c'est le fameux je vais tout reconstruire brique par brique. OK.
Cette Génial. phrase qu'il dit à un moment donné, quand le manoir Wayne est complètement détruit, il dit, je vais tout reconstruire brique par brique. Moi, c'est vraiment l'image que je m'en suis fait de ma vie. Et en fait, tu te rends compte que maintenant, tu es plus aligné, je suis beaucoup plus aligné, émotionnellement beaucoup plus autonome, mais aussi beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Et donc, du coup, ça se ressent aussi dans la qualité relationnelle que tu vas avoir avec les gens, sur le temps que tu vas allouer aux gens, sur les projets que tu vas faire, l'énergie que tu vas y mettre, et du coup, mécaniquement, les moments. Et donc, on revient au moment de qualité. Oui. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas pour ton partage, pour le temps que tu m'as accordé encore une fois. Et puis, je partagerai de toute façon tes réseaux en description de l'épisode. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Romain.